Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session. CQFR de ce matin, le programme. Hier, ça vous a visiblement passionné. On a posé cette question sur est-ce que Victor Wembanyama serait par hasard déjà le deuxième meilleur pivot NBA. Petit débat qui a fait réagir en commentaire. Aujourd'hui, pas forcément un débat, mais un espèce de focus, Shai. Tu as eu l'idée de se dire, bah tiens, on pourrait peut-être mettre en avant des joueurs qui nous intriguent pour la saison prochaine. On va faire deux volets, on va faire conférence Est et conférence Ouest. On a essayé d'en prendre deux chacun. On en a pris deux chacun. On n'a pas juste essayé, on l'a fait. Wouhou deux, deux chacun du coup pour la conférence Est aujourd'hui. Bah écoute, je te laisse l'honneur. Je te propose de commencer. Ok, alors moi je suis parti. Alors faut ça. Donc pour l'intituler, donc les joueurs qui nous intriguent, on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Hein. Ça peut être des joueurs pas très connus qui auront peut-être un rôle plus important, ou des joueurs très très connus qui vont changer de situation. Ça peut être tout n'importe quoi. Moi j'ai pris un joueur qui était déjà dans son équipe la saison dernière, mais dont j'attends beaucoup cette année. Pour diverses raisons que je vais expliquer, c'est Jalen Johnson d'Atlanta. J'attends beaucoup parce que à chaque fois qu'il joue, je le trouve incroyable. Je pense que c'est un joueur de calibre All-Star et je pense que c'est le joueur qui peut faire passer un cap à Atlanta. Mais, et c'est là le mais, c'est si il est en capacité d'être sur le terrain. Parce que sur ses premières saisons, sur son début de carrière, il fait 70 matchs en 2022-2023, qui est un peu la saison de la révélation pour lui. Mais avant, en première saison NBA, 22 matchs. Puis la saison 2023-2024, 56 matchs. Et la saison dernière, 36 matchs. Donc à chaque fois qu'il joue, il est excellent. L'année dernière, sur les 36 matchs qu'il fait, il est quasiment en 19-10-5. Donc 19 points, 10 rebonds, 5 passes de moyenne. Et pour moi, la réussite des Hawks, ça passe par lui, parce que Trae Young fera du Trae Young. Les jeunes autour, interchangeables en défense. Enfin, il y a plein de choses, plein de matières pour travailler pour Quinn Snyder et pour être ambitieux. Pour moi, si lui, il joue 70 matchs minimum et qu'il est au niveau auquel je l'attends et auquel je l'espère, pour moi, il sera All-Star. Et pour moi, les Hawks seront même top 4 ou top 5 de l'Est. Voilà. Donc ça m'intrigue. Je me dis, est-ce que on va enfin le voir enchaîner les matchs, faire une saison pleine et éviter les blessures. Et est-ce qu'il va aussi répondre à la pression, parce qu'il a une forme de pression. Il a un contrat à 150 millions de dollars sur 5 ans quand même. Donc les Hawks ont misé sur lui, les Hawks croient en lui. Et ça m'intrigue de voir s'il va être capable de répondre à ça et de faire passer les Hawks, faire passer le cap qu'on imagine depuis quelques années maintenant pour les Hawks, même si ça a un peu bougé. Je pense que c'est le joueur clé d'Atlanta et c'est lui qui doit tout déverrouiller. Ou malheureusement, si ça ne se produit pas, s'il y a encore des soucis de blessure ou autre, ça va obliger les Hawks et leur direction à revoir un peu le projet. Je suis entièrement d'accord. J'ai failli le mettre aussi, Jalen Johnson. J'ai failli mettre Zachary Zaché. J'ai hésité entre deux Hawks, mais quand Hmm. même, Jalen Johnson est trop en avance par rapport à Zachary Zaché. Euh, Jalen Johnson est une pierre majeure du projet d'Atlanta, comme tu l'as dit. La question des blessures, évidemment. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas te mentir, j'ai peur qu'on vise trop pour Jalen Johnson. Je suis Je trouvais que c'était le joueur le plus intéressant des Hawks. Peut-être c'est parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps et j'ai peur à cause de ça. Mais je me dis qu'il y a le cap vers vrai All-Star, pas juste All-Star qui est appelé à la dernière minute en remplacement d'un joueur blessé. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il y soit pas, Mais je qu'il y sais pas soit pas. si ce Et serait un si, All-Star pérenne en fait. C'est pas ça. En fait, je disais ouais, de oui, calibre je sais. All-Star dans une équipe. Oui, tu as Ce raison. sera pas le numéro un de Calibre. l'équipe, tu vois. Mais calibre All-Star d'une équipe qui est top 4, tu te dis bah faut qu'ils aient un joueur ou deux, probablement deux, et Johnson c'est le 2 incontestable. C'est un peu comme ça que je le vois, mais tu as raison, Non, non, faut mais je te préciser. rejoins, mais je suis d'accord avec toi, hein, je te rejoins tout à fait, hein, je partage ton avis, hein, moi je suis aussi d'accord avec toi. C'est pas tant, en fait, je rebondis sur le mot All-Star, mais c'était pas vraiment en réponse à ce que tu as dit, c'était plus une nuance que j'ai sur Jalen Johnson intérieur, alors que c'est un joueur que j'adore. C'est est-ce qu'il aura le shoot, l'adresse extérieure qui lui permettra de vraiment passer encore d'autres caps, tu vois? Ou est-ce que ça restera toujours un frein? Par contre, sa capacité de playmaking et sa capacité de création, je la trouve super intéressante. J'espère qu'on continuera de voir une évolution dans ce secteur-là, parce que si on continue de voir cette évolution, on aura exactement ce dont tu parles, un joueur de calibre All-Star. Et moi aussi, je pense que c'est la clé des Hawks. Je pense que les Hawks, pour être compétitifs, l'équipe est bonne.
Porzingis ne peut pas être la deuxième option ou ne doit pas être la deuxième option en tout cas. Porzingis doit être la troisième option. Porzingis peut montrer du vrai scoring, hein, plus qu'à Boston. Je pense qu'on a oublié parce qu'il y a beaucoup de talent autour, mais Porzingis, il est capable de scorer. Il y a Nickel Alexander-Walker, il y a Rizaché, il y a beaucoup de talent dans l'équipe. Mais comme toi, je pense qu'Atlanta peut vraiment viser le top 4 si Jalen Johnson est un joueur calibre All-Star, 20 et quelques points par match, vrai deuxième star entre guillemets derrière Trae Young. Ça, je pense que c'est dans ses cordes. Après, pour viser encore plus haut, c'est plus sur là. Je suis encore sur l'étape d'après. Mais sur la saison prochaine, moi, je partage tout à fait ton avis. C'est un joueur très intriguant et beaucoup de choses dépendent de lui finalement. Je trouve qu'Atlanta globalement est une équipe intrigante, mais là c'est pas le dossier. On reparlera d'Atlanta plus en détail, mais que ce soit Zachary, son évolution aussi peut déclencher des trucs. Hein. Si ce qu'on a vu de très positif chez lui sur la première saison, s'il passe encore un cap, il y a plein de ça. Des joueurs comme même Okongu, tu dis à un moment est-ce qu'il va lui aussi franchir le cap. Voilà, je trouve qu'Atlanta c'est une des équipes qui m'avait plus intéressé aussi, mais avec parfois des frustrations, parfois de la satisfaction. J'en attends beaucoup cette année, donc c'est pour ça que j'ai choisi un joueur des Hawks aussi. Ouais, moi aussi. J'aimerais bien qu'Atlanta décolle. En tout cas, c'est le moment. Ils ont investi pour. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement à un moment. Sinon, je pense que le poste de Quinn Snyder, il va vite être en danger. Allez, moi, je vais te donner un joueur que j'ai choisi. Et je vais parler d'un joueur qui te tient à cœur, d'une équipe qui te tient à cœur, je veux dire Franz Wagner. Et finalement, pour des raisons assez similaires à celles de Jalen Johnson, on est sur un peu le même cas de figure. Ce n'était pas forcément volontaire. Alors, Franz Wagner, je ne sais plus s'il a été All-Star l'an dernier, non, parce qu'il s'était blessé. Il était blessé. Je pense que là, on est déjà sur un joueur calibre All-Star. On est quand même sur un mec à 24 points par match, 6 rebonds, 5 passes. Voilà. Joueur, je pense, très fort. Voilà. Je ne sais pas si Jalen Johnson, je l'imagine, atteint nécessairement complètement le niveau auquel est Franz Wagner aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même fort possible. Et c'est marrant, même limite, le tir à 3 points. Et là, Wagner, on voit une équipe d'Orlando qui est super ambitieuse. Il y a Banchero, il y a Desmond Bane qui est arrivé. C'est quand même des joueurs qui aiment avoir le ballon, les trois, que ce soit Banchero, que ce soit Wagner et que ce soit Bane. Bane aussi, il aime bien avoir le ballon. C'est pas juste un shooter, hein. Il aime bien aussi pouvoir driver, pouvoir jouer en tant que slasher. Et Franz Wagner, je me demande comment il va trouver un peu sa place dans tout ça. Je pense que moi, c'est mon joueur préféré au Magic. Lui aussi a un souci d'adresse qui est problématique à ce stade. Je pense que le terme problématique est pas trop fort. En tout cas, depuis 2 ans, il a du mal à trouver son adresse à 3 points. Et ça m'intrigue de voir ce que va faire Franz Wagner parce que j'ai l'impression que lui est aussi une grande clé pour débloquer le Magic. Et si Wagner est vraiment un All-Star très proche de Banchero, l'an dernier, moi, je l'aimais très proche. Je pense quand même que Banchero est le meilleur joueur d'Orlando, hein. Mais il y a un moment, je l'aimais quand même très proche. Si Wagner est effectivement à ce niveau, Orlando peut de suite viser très haut cette saison. Et spoiler, pareil, j'ai un poil peur que Wagner soit bon, pas décevant, mais pas au point de faire complètement passer le cap à Orlando, en mode Orlando serait tout de suite une vraie menace à l'Est. Une menace, quand je dis menace, c'est genre où tu te dis, le plancher, c'est une finale de conférence. Tu vois. Alors, on parle de très hautes ambitions. Là. Je suis d'accord. Ce sera déjà sa 5e saison là à Wagner. J'ai l'impression qu'il n'est pas là depuis très longtemps, mais ce sera déjà sa 5e saison. Et je partage ce que tu as dit parce que forcément, en tant que fan d'Orlando, j'ai envie de les voir réussir et j'ai adoré vraiment les gros passages des deux quand les deux faisaient des choses super prometteuses ensemble. Pour moi, c'est vraiment important de suivre le modèle qu'il y a eu à Boston, je trouve. Parce que c'est pas des joueurs dont le niveau est si éloigné que ça. Je pense que Banchero a un plus gros star power par la nature de son jeu, pour plein de trucs. Voilà. Mais Wagner, pour moi, par exemple, avec l'équipe d'Allemagne, pour moi, il a un potentiel de star. Quand je le vois jouer avec l'Allemagne sur certains matchs, je trouve que c'est une star. Quand je le vois jouer avec Orlando sur certains matchs aussi, je trouve qu'il se comporte comme une star avec plein de choses dans sa panoplie. Et c'est vrai que je pense que là, la manière dont il va se positionner dans cet effectif qui a été revu un peu avec l'arrivée de Bane et tout ça, le fait que c'est plutôt acté que Banchero est le numéro 1, ça va être très, très intéressant de voir comment il va se positionner. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Et s'ils arrivent à garder le modèle Boston avec Brown et Tatum, tu vois, il faudrait que ce soit un Jaylen Brown, c'est-à-dire capable d'être un MVP des finales, qu'on pense que ce soit mérité ou pas, hein, je reviens pas dessus, mais qu'il arrive à approcher vraiment très très fréquemment le niveau de Banchero, sans avoir nécessairement l'ego. Ils ont tous un ego important, c'est des joueurs NBA, mais
qui soient pas en quête absolue d'avoir son équipe, de l'exposition, qui se sentent pas en manque d'exposition, tu vois. Donc c'est en ça que le modèle de Boston, même s'il y a eu de la friture sur la ligne sur certains moments, ça a débouché sur un titre, et notamment parce que ces deux-là, ils ont réussi à ce qu'il y ait une émulation, quoi. Donc je suis d'accord, j'ai envie de voir ce que ça va donner là. 5e saison, c'est un cap intéressant en général dans une carrière. Il y a eu la blessure, leur blessure à tous les deux qui ont pénalisé le Magic l'année dernière. Là, logiquement, ils arrivent tous les deux en forme. Wagner, donc, sur lequel là on s'intéresse. Moi, je crois aussi que c'est un joueur de calibre All-Star et qu'il le sera si Orlando est bien placé. C'est un joueur extrêmement complet. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner aussi. Ouais. J'aime beaucoup le modèle Boston. Je pense effectivement que c'est le bon modèle pour Orlando. C'est ce côté, deux ailiers stars. Voilà, tu te dis pas sur le papier que c'est nécessairement les plus complémentaires, mais ils restent ensemble et ils sont tous les deux très talentueux avec des capacités défensives. Et du coup, on a une grosse équipe. Mais il y a quand même je retourne sur le 3 points, mais pour moi, il y a un bémol. C'est que la différence, c'est que Tatum et Brown, ils mettent des shoots à 3 points. Là où Banchero et Wagner, ils en mettent pas, en fait. Et du coup, pour leur entente, c'est plus compliqué. Et Wagner a été finalement le plus fort quand Banchero s'est blessé. On s'est dit, bah tiens, le Magic va descendre d'un cran. Tu vois, Banchero vient de se blesser, on est en début de saison. Et non, c'était l'inverse. Orlando était plus fort, soudainement, ou dans mes souvenirs, ça me paraissait plus fort, avec un Wagner absolument incroyable. Un Franz Wagner qui était énorme en tant que star de l'équipe, vraiment option plaque tournante, où là, il avait tous les ballons. Et quand les deux sont ensemble, au final, ça marche pas toujours aussi bien. Il y a du talent, c'est sûr, mais les minutes avec les remplaçants et Franz Wagner fonctionnent bien. Il y a des choses comme ça, mais c'est pas nécessairement de leur faute. Tu peux mettre au final du spacing autour, ils n'en avaient pas. Donc ça aide pas quelque part. Mais eux deux ont chacun besoin vraiment à un moment d'être réguliers à 3 points, ou au moins un des deux qui passe ce cap. Et d'ailleurs, oui, on parle de Wagner qui se rapproche du niveau de Banchero. Je dirais que Banchero, d'ailleurs, doit aussi hausser son niveau de jeu. Banchero, voilà, très, très fort joueur, très intéressant, qui peut avoir tendance à être inefficace, entre guillemets, avec des guillemets. Avec des guillemets. Je ne pointerai pas du doigt, je ne ferai pas l'extrême de l'analytique là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas être extrême dans ce niveau-là, mais on a voilà, des joueurs qui peuvent perdre des ballons, qui ont tendance à manquer des shoots, etc. Banchero qui est pas aussi dominant que l'on pourrait croire, notamment près du cercle, ce qui est étonnant vu le corps qu'il a. Voilà, c'est des aspects comme ça à régler. C'est une équipe intrigante, pareil, au final. Il y a de la pression et qu'il y a de la pression parce qu'ils ont aussi fait un recrutement et qui a de la important. pression. Tout à fait Bane, raison. Bane c'est quand même c'est un joueur qui les pousse vers une ambition supérieure. Ils vont jouer une saison pleine, logiquement, je touche du bois, qu'il n'y ait pas Banchero et Wagner qui se pètent tout de suite. C'était un peu destination finale Orlando cette année, dès qu'il y en avait un qui revenait, l'autre qui se blessait, Ouais. des joueurs de rotation. Je pense vraiment, je reste sur l'impression de la saison précédente et avec l'expérience en plus de l'année. Moi, j'ai envie d'y croire aussi et ça passe par Wagner, ça passe par Banchero pour y arriver. Allez, à toi. Allez, moi je vais du côté d'une équipe qui a été la surprise de la conférence Est la saison dernière et qui a aussi une forme de pression de confirmer. C'est toujours super dur de confirmer. Orlando, ça n'a pas été simple pour le Magic de confirmer. Est-ce que Détroit va confirmer? Alors, il y a plein de joueurs maintenant. Kate Cunningham, la question ne se pose pas. Je pense que c'est un peu c'est la tête de l'équipe, la figure de proue des Pistons. Moi, j'ai envie de parler d'un joueur qu'on a très peu vu, malheureusement, par la force des choses la saison dernière. C'est Jaden Ivey. Avant de se blesser, la saison dernière, grave blessure, hein, il était sur une vraie progression. Moi, c'est un joueur sur lequel j'avais pas mal de doutes. J'étais un peu sceptique. Je trouvais que son jeu était intéressant, flashy, offensivement très très bon. Mais j'avais quelques doutes et il était dans l'équipe catastrophique de la saison dernière et il y avait des doutes à son sujet. Mais il y avait une vraie progression avant qu'il se blesse. Il était à 17,6 au niveau du scoring, à 46% d'adresse globale et presque 41% à 3 points. Certes, échantillon 30 matchs. On ne sait pas 3 matchs non plus, hein, c'est 30 matchs. Et il était prometteur, était vraiment sur une vraie courbe. Sauf que quand il a été absent, Détroit a continué de bien jouer, a même encore été meilleur et allé jusqu'en playoff. Donc ce qui m'intéresse de voir, c'est de voir si il est compatible avec cette équipe qui s'est inventée ou réinventée sans lui.
Est-ce qu'il peut se greffer comme ça à la montée en puissance des Pistons? Est-ce qu'il peut cohabiter avec Cade Cunningham dans le backcourt? Est-ce qu'il peut rester aussi fiable à 3 points? Voilà, je trouve ça intriguant parce que de le côté positif, ça fait une arme supplémentaire pour les Pistons, une arme offensive vraiment appréciable. Et du coup, est-ce que il n'est pas amené à devenir plus un joueur de banc ou je sais pas, ou est-ce que il va être sur cette progression, il va reprendre cette vague-là et être un titulaire comme il l'était plus ou moins avant de se blesser. Donc je suis assez intrigué par ça. Faut faire gaffe avec les grosses blessures comme ça, c'est pas simple de revenir. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de pression sur lui non plus en interne, mais je suis très curieux de voir s'il peut retrouver le niveau super prometteur qu'il avait avant de se blesser gravement. Ouais, pareil, t'as raison, c'est une des questions intrigantes de la saison pour Détroit. Parce que, voilà, comme tu l'as très bien mis en avant, la marge de progression, elle passe peut-être par là. Confirmer, c'est plus dur. Confirmer, c'est plus dur. Les Pistons, il y a eu une vraie progression enthousiasmante, encourageante. Je pense qu'il y a eu aussi des conditions. Il y a eu des très bons vétérans qui ont eu faim à un moment de quelque chose. Malik Beasley est plus là. Euh, ouais. Malik Beasley est plus là. Pour le coup, pour Ivy, c'est bien. Parce que Malik Beasley, c'est lui qui aurait pris les minutes en tant qu'arrière dans le Money Time. C'est pas dit que Caris LeVert il le fasse. Je pense que LeVert, il a beau être intéressant, on n'est pas sur le même profil que Beasley, notamment en termes d'adresse. Tu as raison pour Ivy, il faut voir si le 3 points est là. Je pense que ça peut être complémentaire avec Cade Cunningham parce que Cunningham est grand. Parce que Cunningham est grand, ce backcourt peut, en théorie, on est sur de la théorie, sur du papier, la réalité du terrain est différente, mais en théorie, défendre. En tout cas, ne pas subir de la même manière que Garland et Mitchell, qui eux ont la chance quand même de jouer avec Evan Mobley et Jarrett Allen. Mais Garland, Mitchell, c'est très petit. Au moins, Cade Cunningham est grand. Si Cade Cunningham fait le boulot, mais bon, après, ça devient une star. C'est même peut-être un jour une superstar. Donc, on sait que ça défend de moins en moins, généralement, certains gars comme ça qui ont beaucoup de ballons. Cade Cunningham est censé avoir la taille au moins pour tenir des mecs un peu plus grands. Et du coup, Ivy peut jouer 2 en attaque, 1 en défense. Voilà, des trucs comme ça. Ivy, moi, je l'aimais beaucoup au début du projet. Je trouvais vraiment. J'étais à l'opposé de toi sur Ivy. Moi, je le trouvais vraiment très cool. Je trouvais que même que c'était peut-être le joueur le plus intéressant de Détroit à un moment. Sa progression à 3 points est évidemment super importante, tout comme sa capacité à jouer sans le ballon. C'est vraiment, si lui veut jouer avec Cunningham, il faut qu'il capte ça, il faut qu'il se dise, j'ai pas le choix, il faut que je me morphe dans un profil où je suis second playmaker, j'attaque très vite mes 1 contre 1 dès quand il y a un kick de Cunningham après avoir qu'il ait fixé la défense. Il faut que j'arrive à couper et il faut que je mette évidemment du catch and shoot à 3 points. Et parce que, ouais, comme tu l'as dit, si lui est fort, là, on est sur un axe. À Détroit, il y a tellement de talent quand même. Cunningham, Ivy, Ozar Thompson, Duren, a priori, ça peut vraiment jouer ensemble. Mais il y a des questions d'adresse et il y a des questions d'intelligence, pas de jeu, pas seulement de jeu, mais de se morfondre, de comprendre quel est mon rôle. Et si chacun comprend quel est son rôle dans cette équipe, ce quatuor est quand même super intéressant, sachant qu'autour, il y a des bons vétérans, Tobias Harris, Duncan Robinson, Caris LeVert. Il y a Ron Holland aussi parmi les jeunes. C'est quand même une belle équipe intéressante. Ouais, mais on va voir j'aurais pu choisir Ozar Thompson aussi, donc j'attends de voir comment il va. Lui aussi, il avait manqué pas mal de matchs au début, mais il y a plein de profils comme ça. On reviendra, là, on fait sur les individualités, mais il y a des équipes. On fera peut-être aussi les équipes globalement qui nous intriguent un peu plus tard dans l'été. D'ailleurs, dans les jeunes qui reviennent de blessure, j'avais failli choisir Brandon Miller. J'ai pas choisi Brandon Miller parce que, bon, d'un côté, les Hornets, je m'en fiche un peu. Mais Brandon Miller, j'étais pas passé loin de le mettre. Et s'il devient très, très fort, il peut changer des choses pour Charlotte. Est-ce qu'on construit toujours autour de la mélo? J'ai l'impression que c'est une question qui revient souvent aux Hornets. Le front office en place, c'est pas celui qui a drafté la mélo, si je dis pas de bêtises. Eux ont drafté Miles Bridges d'ailleurs. Et Brandon Miller qui a comme mentor Muggsy Bogues, ils passent leur temps ensemble, ce qui est pas mal, je pense. Oui, c'est intéressant, une légende de la franchise qui est souvent auprès de toi, c'est plutôt pas mal. La mélo, plutôt que de chercher un mentor, il continue de se faire des tatouages partout avec ses sponsors. C'est une autre approche de l'intersaison.
Et Boggs qui a vécu énormément de choses dans sa vie, c'est dans le ouais, je suis obligé de faire de la pub pour Muggs Mall parce qu'en plus c'est moi qui ai écrit le papier, donc pour une fois je m'en souviens parce que j'ai interviewé Muggs Guibo j'ai eu la chance de Ouais. pouvoir faire une interview avec lui. Ouais, c'est un gars qui vient de Baltimore. Si vous avez vu la série The Wire, vous comprenez tout à fait ce qu'était Baltimore, ce qu'est toujours Baltimore, mais ce que l'était sans doute encore plus à l'époque où Muggsy Boggs a grandi, donc on est dans les années, 80. Hem, Il est génial, franchement, Maxi. Bah, moi, ouais, je l'avais interviewé un mec qui a du vécu. quand les Hornets étaient venus à Paris pour le match. Ils avaient fait venir quelques légendes et Oui. il a un côté hyper sympa, touchant et tout. En même temps, tu sens qu'il a vécu des trucs. Puis c'était fou de se dire, enfin, un joueur comme ça aujourd'hui pourrait probablement plus jouer en NBA. Enfin, et c'est incroyable. C'était une icône, moi, quand j'étais petit, se dire un mec comme ça qui. Enfin, bon, vous repassez sur l'histoire, ton Non article mais est mortel. Regardez le Mooks Mall. Mais l'angle de l'article, c'est presque ça. C'est qu'au final, alors qu'il n'était pas que petit, que ça va au-delà, mais que tu as plus de chances de revoir un mec comme Bol Bol, et on en a, on en a revu, que des mecs comme Muggsy Bogues, quoi. Il y a eu Earl Boykins, et encore, Ouais, c'était genre pas un middle, quoi. titulaire Voilà. NBA, quoi. Ouais. Et il faisait pas. Peut-être Earl Boykins faisait peut-être quand même 1m60 aussi, je me souviens plus. Ah, mais Box, c'était le plus petit des plus petits. Mais, Hein. ouais, il faisait 1m65, il faisait quand même 5 centimètres de plus, quoi. Tu vois. Enfin bon. Ouais. À toi pour ton dernier joueur. Ouais, moi, mon dernier joueur, du coup, j'avais hésité avec Brandon Miller, mais finalement, j'ai choisi Jaylen Brown parce que je trouve que les Celtics sont à un super carrefour. Tatum est blessé. Du coup, il y a plus de pression d'un coup sur Boston. On a dégraissé. On voit bien qu'on est dans une période de transition. On les cite même pas tant que ça dans les candidats au final de conférence. Je vois rarement Boston. Et pourtant, je pense, Shai, que les Celtics ont le niveau pour être au-dessus de plein d'équipes à l'Est, voire toutes les équipes à l'Est, sauf peut-être New York et Boston. Mais à part ces deux équipes-là, je suis pas sûr que tout le monde soit capable de taper les Celtics. Après, dans le même temps, si je suis Atlanta, je me dis pas, je vais perdre contre Boston. Si je suis Orlando, je me dis pas, je vais perdre contre Boston. Mais de l'autre point de vue, si je suis Boston, je me dis la même chose. Je me dis, bah non, je ne veux pas perdre contre Atlanta. Il y a quand même trop de talent dans notre équipe. Et notamment, c'est le moment où cette saison, on va pouvoir voir Jaylen Brown en tant que première option toute la saison. Et ça m'intrigue parce que je suis persuadé que le talent, il est là, que le niveau, il est là. Je veux juste le voir maintenant. Je veux juste le voir sur toute une saison. Est-ce qu'il aura la régularité, la consistance sur toute une saison? Est-ce qu'il aura le playmaking? Le playmaking de Jason Tatum est sous-estimé, je trouve, quand on parle de Tatum. C'est un point hyper important à Boston. Et ben là, j'ai hâte de voir Jalen Brown dans ce rôle. Il y aura peut-être quelques limites. J'aimerais voir en fait si Boston est capable justement de faire ce que je viens de dire, d'être vraiment la troisième meilleure équipe à l'Est avec Jalen Brown. Ouais, si, je trouve ça hyper. Ça fait plusieurs saisons qu'on se demande. Il fait partie de ces joueurs où c'est un exercice qu'on peut faire avec d'autres joueurs, mais qu'est-ce que ça donnerait s'il avait son équipe, si c'était la première option. Boston a marché parce que Brown est une option 1 bis ou 2, ou quand Tatum n'est pas là, il fait le job. Quand il est là, s'il y a des matchs où l'autre est moins bien, ils se répondent. C'est la raison, on en parlait avec Orlando, c'est la raison du succès de Boston aussi. Mais moi aussi, j'ai envie de voir cette expérience-là parce que il a les qualités au scoring, il a les qualités athlétiques, c'est un garçon extrêmement intelligent, il sait jouer en défense, enfin, il y a plein de choses, et en même temps, là, voilà, là, il y a l'exposition, là, t'as raison, c'est pas juste sur 10 matchs qui va être la première option parce que Tatum est blessé, c'est sur 82 matchs, et c'est pas la même chose. Donc ça va aussi permettre peut-être de mieux comprendre ou de définir un peu mieux son statut. Parce que c'est un joueur très difficile à classer, finalement. C'est un MVP des finales. C'est un champion, c'est un mec qui est All-Star. Tu mets son nom tout de suite parce que Boston est toujours très bien placé et il est essentiel et il a les stats pour être un All-Star incontestable. Mais est-ce qu'il peut être plus que ça dans la perception des gens? Mais moi, j'ai hâte de voir ça et je suis d'accord avec toi. Boston, c'est pas malheureusement parce que le franchise player est blessé et qu'il y a eu reconstruction avec des départs ici et là que Boston ne sera pas compétitif. Ça restera une équipe très bien coachée avec du talent dedans. J'ai envie de voir ce que ça va donner aussi. Et de le voir aussi même dans ses interactions, enfin dans ce rôle de numéro 1 un peu. Tu vois, parce qu'il y avait la possibilité un peu de se... C'est pas deux énormes bavards non plus, mais j'ai envie de le voir dans ce rôle-là, dans ce costume-là. Ça va être hyper intéressant. Je rappelle qu'à Boston, cette saison, on a quand même Jaylen Brown, Derrick White, Anthony Simons. Oui, Simons. Oh là Simons. là, Simons. Quand il n'y a qu'un seul M, Ouais, quand il y a comme qu'un le seul prénom M, Simon, je sais. quand il y a deux Simmons. Ouais. J'hésite à chaque fois. Simons, Sam Hauser, qui est, je pense, un meilleur joueur que ce que l'on croit. George Niang, qui va bien Tonton fonctionner George. là-dedans. Peyton Pritchard, qui pareil, lui aussi va avoir plus de responsabilités et il ne sera pas titulaire parce qu'ils ont fait venir Simons justement, et encore.
Mais Pritchard, il aura encore beaucoup de minutes. Shireman, qui est un jeune joueur, pareil, inconnu, mais c'est des bons Ouais, joueurs en fait. On Baylor s'en rend pas Shireman, compte. ouais. Luc Garza, c'est pas mauvais. Hugo Gonzalez, le rookie, qui je pense a des armes NBA, l'Espagnol. Il y a une équipe, on en parlera au moment des previews, mais moi je pense que les Celtics seront meilleurs que ce que la majorité des gens pensent en fait. Tu vois, ça m'étonnerait pas que ESPN, au moment de la reprise, ESPN, ils aiment bien faire ça et après être super surpris en avril, genre en mode ouah, l'équipe qu'on n'avait pas vu venir. Ça ne m'étonnerait pas qu'ESPN, il y ait une partie des insiders qui mettent les Celtics sixième et qu'il y en ait carrément une partie qui tente un bold move en mode les Celtics vont jouer le play-in ou vont perdre au play-in et n'iront pas en playoff. Je vois très bien ESPN faire ça et après nous faire un papier en avril. Waouh, franchement, Boston, on ne l'avait pas vu venir. Non, Coco, vous les voyez bas. Bon, on verra, peut-être que je me trompe sur ESPN, mais je connais le procédé. Et du coup, ouais, mais même, je pense que dans la globalité, beaucoup de gens voir Boston en dehors du top 5. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils aient l'avantage du terrain en playoff. Ouais, moi j'ai du mal à me prononcer pour l'instant. Mais c'est une équipe que je peux très bien voir, comme tu l'as dit, peut-être même troisième, je sais pas, dans ces eaux-là. Et en même temps, avoir du mal parce qu'il y a le déficit de talent par rapport à la saison dernière. Donc il peut y avoir un peu à boire et à manger. Je les imagine pas non plus dégringoler, sortir des qualifs, même du play-in ou quoi. Même l'Est reste l'Est, c'est très très ouvert. Mais s'ils ont cette équipe-là, celle que tu as annoncée, je pense que oui, ils seront au moins au play-in, mais je sais Ça, pas. c'est leur équipe, hein, mais après, Ouais, mais il y si avait des tout le monde sera rumeurs. en bonne santé. Puis il y avait des Ah oui, rumeurs avec sur Simons, Simons aussi. Est-ce qu'ils veulent vraiment le garder? Est-ce qu'ils veulent pas l'échanger? ils peuvent l'échanger C'est un encore peu. d'ici là. Je pense que je donnerai un avis des plus définitifs quand on saura, quand il y aura les training camps, qu'on verra s'il compte vraiment sur lui. Je peux très bien le voir, lui, faire des matchs à 40 pions et devenir une coqueluche au TD Garden, ou que les Celtics considèrent que il est peut-être pas adapté ou qu'ils peuvent récupérer d'autres trucs avec, je sais pas. Donc Boston, c'est là aussi, on parle de joueurs intrigants, il y a les équipes intrigantes et Boston en fait partie. Allez, on a fait le tour de notre thème un peu principal de CQFR. Juste un petit point sur l'actu Ouais. en vitesse. Markif ou Marcus, là j'ai un doute. C'est Marcus ce coup-ci. C'est Marcus. Sauf s'ils ont interchangé leur place, Ouais, ça leur est déjà arrivé, mais a priori, Marcus Morris, en tout cas, a des soucis avec la justice ouais. et avec un casino. Plusieurs casinos même, c'est ça qui Plusieurs est. casinos, ok. Pour commencer, je vais rappeler, c'est pour ça que ça peut toujours surprendre les gens, mais Marcus Morris a gagné 106 millions de dollars sur sa carrière, sur 13 ans de carrière. Donc normalement, ça met plutôt à l'abri, ça évite le genre de désagrément. Hors taxe. Ouais, hors taxe, ouais. Ça évite normalement ce genre de désagrément. Donc l'autre jour, on avait appris qu'il avait été arrêté à l'aéroport pour des suspicions de fraude. Alors ça veut rien dire, on savait pas du tout ce que ça voulait dire. Là, TMZ, ils ont sorti les détails de l'arrestation et même le pauvre, il y a des images de son passage devant le juge menotté et le juge qui lui refuse d'être libéré sous caution. Donc on connaît les raisons. En gros, il est accusé par 2 casinos de Las Vegas. Jamais une bonne idée de se faire des dingueries dans des casinos, hein, je vous le dis, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Il a été accusé d'avoir récupéré ou volé, selon les termes de l'accusation, plus de 250 000 dollars auprès des 2 casinos de Vegas, en utilisant des chèques en bois, en fait, enfin des chèques sans provision. J'imagine, le détail n'est pas sorti non plus, mais pour connaître un peu les casinos, j'imagine qu'il a récupéré des jetons, donc qui représentent de l'argent réel, avec des chèques qui avaient finalement pas de provision. Quand le casino a essayé de les encaisser, non. Donc il a pu se servir de cet argent-là, possiblement se le faire rembourser après en liquide, les jetons. C'est ma théorie. Je vais pas aller plus loin, mais en gros, il est accusé d'avoir volé, récupéré de l'argent comme ça auprès de 2 casinos à un mois d'intervalle. Donc la technique lui a plu. Et du coup, il s'est fait arrêter là après une enquête assez rapide. Et il est pour l'instant, il est sous les verrous, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en liberté. Et ça sent pas très bon parce que ce genre de truc, les Américains plaisantent pas, les casinos ne plaisantent pas. Et les accusations de fraude, ça peut faire du ferme. Ouais, à suivre du coup pour Marcus Morris, Ouais. effectivement, qui est dans de beaux draps. Et elle est un petit point de WNBA. Il y avait 3 matchs au programme Absolument, la 3 nuit matchs. dernière. Ouais. 3 matchs. Alors, l'équipe où il y a le plus de Français, on va prendre les Golden State Valkyries qui ont arraché une victoire contre Atlanta 77-75. C'est pas une Française qui a mis le game winner, c'est une Européenne quand même. La star de l'équipe d'Italie, Cecilia Zandalazini, qu'on avait vu très à son avantage déjà à l'Eurobasket, qui a mis le game winner à la fin du match. Petit match pour Janelle Salin qui marque 6 points en 23 minutes. Petit match aussi pour Iliana Rupert.
qui n'a pas marqué sur ses 17 minutes sur son passage, mais très très joli punch de Carla Leight en sortie de banc, 12 points en 18 minutes, 4 sur 6, 2 paniers à 3 points, et victoire donc des Valkyries qui restent en course pour une qualification éventuelle en play-off en fin de saison. Il y a eu le retour d'Angel Reese sur les parquets après plusieurs matchs d'absence. Elle a fini avec 22 points et 13 rebonds, mais Chicago, lourde défaite contre Washington, 103-86. Du côté des Mystics, une joueuse que j'aime bien, la numéro 3 de la classe de draft, Sonia Citron, qui a été All-Star cette année déjà en tant que rookie. 28 points à 10 sur 15, dont 5 sur 6 à 3 points, joueuse dont on ne parle pas beaucoup, mais très très prometteuse aussi. Et il y avait un dernier match, affiche de la nuit, entre Las Vegas et Los Angeles. C'est les Aces qui ont gagné 89-74. Carton, domination totale d'Asia Wilson, 34 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 3 contres à 16 sur 23, enfin la masterclass totale pour Asia Wilson et victoire des Aces. Et forcément, j'en parlais déjà il y a quelques jours, retour à la compétition après plus d'un an d'absence pour Cameron Brink, l'une de mes joueuses préférées en WNBA, qui a joué 14 minutes, 5 points, 3 rebonds, 1 contre, voilà, petit retour discret et tranquille pour Cameron Brink. Voilà pour les matchs de WNBA. Eh ben, écoute, on se retrouve demain. On fera les joueurs les plus intrigants de la côte ouest. N'hésitez pas à nous donner les vôtres, ceux de la côte est, en commentaire. On se garde l'ouest pour demain. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. The game is out there, and it's either play or get played.